Le 15 avril 2025, la nuit où j'ai dit à ma belle-fille que j'avais une insuffisance cardiaque, je l'ai entendu crier à travers le mur de la chambre, « Dégagez cette vieille femme malade de ma maison, David. Je veux qu'elle soit partie dans une semaine. » Je m'appelle Annie Walker. J'ai 63 ans. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas frappé à sa porte. Je n'ai rien dit du tout. Au lieu de cela, je me suis assise dans l'obscurité de ma petite chambre, le bureau à domicile aménagé qui était mon espace depuis 3 ans, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. L'écran brillait en bleu dans l'obscurité alors que je me connectais à mon compte bancaire privé. Solde, 12 347 612 $ et 87 cents. Puis j'ai commencé à regarder des maisons, de vraies maisons, le genre que l'on achète en espèces. Si vous écoutez de loin, déposez votre ville dans les commentaires pour que je puisse voir jusqu'où cela a voyagé. Et s'il vous plaît, restez avec moi jusqu'à la fin car ce qui s'est passé ensuite. Eh bien, ma belle-fille Sarah pensait qu'elle jetait une vieille femme malade qui n'avait nulle part où aller. Elle n'avait aucune idée à qui elle avait vraiment affaire. Permettez-moi de commencer par le début. Le dossier cartonné était posé sur le siège passager de ma Honda Accord argenté de 2019 comme s'il pesait 50 kilos. Je continuais à le regarder en roulant vers l'est sur Kennedy Boulevard, me fondant dans le trafic de fin d'après-midi de Tampa. À l'intérieur de ce dossier se trouvaient des résultats d'analyse, des notes de médecins et un diagnostic qui allait tout changer, insuffisance cardiaque modérée. Le docteur Jennifer Martinez l'avait expliqué soigneusement dans son bureau à l'hôpital général de Tampa, il y a à peine 1 heure. C'était une bonne docteure, jeune, peut-être 40 ans, avec des yeux gentils qui avaient trop vu. Elle m'avait tenu la main en me disant, « Madame Walker, avec une médication appropriée et une gestion du mode de vie, vous avez 15 à 20 ans devant vous. Ce n'est pas une condamnation à mort. C'est une affection chronique gérable. » 15 à 20 ans, avais-je répété, testant comment les mots sonnaient dans ma bouche. Certains patients vivent plus longtemps avec une excellente gestion. Vous devrez prendre vos médicaments tous les jours, surveiller votre apport en sodium, faire de l'exercice modérément et venir pour un suivi régulier. Mais Annie, elle s'était penchée en avant, rencontrant mes yeux. Vous pouvez toujours vivre une vie pleine. Je l'avais remercié, pris le dossier, et j'étais sorti sous le soleil de Floride avec mon diagnostic, et mon avenir condensé en 8 pages de terminologie médicale. Maintenant, en conduisant vers la maison de ma belle-fille dans le sud de Tampa, je pensais à mon défunt mari, James. Il était parti depuis 8 ans ce mois d'octobre. 8 ans à apprendre à dormir d'un seul côté du lit, à gérer l'entreprise seule, à être Annie Walker veuve au lieu d'Annie et James Walker entrepreneur. James et moi avions construit Walker Real Estate à partir de rien. Nous avions commencé en 1987 avec un seul duplex du mauvais côté de la rivière Hillsborough. Une propriété que tout le monde disait ne jamais prendre de valeur. Nous l'avions rénovée nous-mêmes, louée, économisé chaque centime, et acheté une autre propriété, puis une autre, puis une autre. Au moment où James a eu sa crise cardiaque fatale en octobre 2017, nous possédions 23 propriétés locatives à travers Tampa et Clearwater. 23 propriétés qui généraient un revenu stable et avaient pris de la valeur au-delà de nos rêves les plus fous. J'avais vendu tout le portefeuille il y a 5 ans, en 2020, juste avant que le marché ne devienne fou, à un groupe d'investissement du Texas pour 8 millions de dollars. Après impôts et frais, j'avais net 5,8 millions de dollars. Je l'avais investi soigneusement, obligations, fonds indiciels, quelques actions technologiques que mon banquier, Robert Thompson, m'avait recommandées. Avec la croissance composée, je possédais plus de 12 millions de dollars. Mais ma belle-fille Sarah ne le savait pas. Personne ne le savait, sauf moi, mon banquier, Robert, et mon avocate, Victoria Sterling. Pour autant que Sarah et son mari, David, le savaient, j'avais vendu l'entreprise pour une somme modeste, peut-être juste assez pour prendre une retraite confortable. Ils pensaient que l'argent était épuisé, c'est pourquoi j'avais emménagé avec eux il y a 3 ans. Ils pensaient que les 3 000 $ que je leur donnais chaque mois en espèces étiraient mes ressources limitées, une contribution aux dépenses du ménage, parce que je ne pouvais pas me permettre ma propre maison. Ils n'avaient aucune idée que ces paiements de 3 000 $ étaient un test. J'ai garé ma voiture dans l'allée du 2847 South Rome Avenue, la maison que j'avais aidé Sarah et David à acheter il y a 3 ans avec un don de 50 000 $ pour la compte. Elle était magnifique, de style craftsman, 3 chambres, cuisine récemment rénovée, aménagement paysager mature, valant environ 425 000 $ maintenant avec l'appréciation du marché.
Ma contribution avait rendu cette maison possible, mais il ne s'en souvenait plus. J'ai pris mon sac à main et le dossier médical et j'ai monté le chemin d'entrée. La porte était déverrouillée. Elle l'était généralement quand il m'attendait. À l'intérieur, j'entendais les bruits de la vie de famille. Ma petite fille de 8 ans, Maya, pratiquant le piano dans le salon. Mon petit-fils de 6 ans, Isaiah, faisant des bruits de moteur alors qu'il écrasait des voitures jouées sur les parquets. Mamie Annie. Isaiah se lança sur mes jambes dès que j'ai franchi la porte. Je l'ai rattrapé, sentant la douleur familière dans le bas de mon dos qui s'était aggravée ces derniers temps. Maintenant, je savais pourquoi. Mon cœur ne pompait pas efficacement, provoquant une accumulation de liquide qui mettait tout à rude épreuve. Doucement, petit bolide, dis-je, passant ma main sur ses boucles serrées. Il avait mes yeux, d'un brun profond, presque noir, et le sourire de son grand-père James. Où est ta maman? Cuisine. Maya leva les yeux du piano, ses doigts toujours posés sur les touches. Elle était précise, celle-là. Tout à sa place, montrant déjà des signes du besoin de contrôle de sa mère. Papa est dans son bureau. David émergea un instant plus tard, portant ce qu'il portait toujours le week-end, un jean de designer qui coûtait probablement $200 et un polo avec un petit logo sur la poitrine. À 40 ans, il travaillait comme consultant en marketing pour une entreprise technologique en centre-ville. Il gagnait un bon salaire, environ $85 000 par an, je suppose, mais il dépensait plus qu'il ne gagnait. Toujours à améliorer, toujours à vouloir la prochaine chose. Salut, Annie. Il ne m'appelait pas maman. Jamais. Même si je n'avais été que gentil avec lui pendant les 6 années où il avait été marié à ma Sarah. Comment s'est passé le rendez-vous? Je levai le dossier. J'ai les résultats. Quelque chose passa sur son visage. Inquiétude ou calcul? Il devenait plus difficile de le dire avec David. Parlons-en après le dîner, dis-je. Sarah apparut de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. Ma fille, mon enfant unique, 38 ans, avec mes pommettes hautes et mes lèvres pleines, mais avec la peau d'un brun plus clair et les yeux noisettes de son père. Elle avait lissé ses cheveux, les lissait depuis des années maintenant, depuis qu'elle avait déménagé dans ce quartier où elle était souvent la seule famille noire du pâté de maison. Le dîner est prêt, annonça-t-elle, sans me regarder tout à fait dans les yeux. Les enfants, lavez-vous les mains. Nous nous sommes assis autour de la table de la salle à manger comme nous l'avions fait des centaines de fois auparavant. Sarah avait préparé du poulet grillé, des légumes rôtis et du quinoa. Tout était sain, soigneusement portionné, photographiable. Elle avait posté une photo du repas de ce soir sur Instagram avant même que nous nous asseyions. Je l'avais vu le faire. J'avais répété ce moment dans la voiture, pratiqué pour garder ma voix calme, mon visage neutre, observer leur réaction. Alors, dis-je, coupant mon poulet en petits morceaux. Le cardiologue m'a donné les résultats aujourd'hui. Tout le monde leva les yeux. La fourchette de Maya s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. J'ai une insuffisance cardiaque. Stade modéré. J'ai laissé cela s'installer. J'ai observé leur visage. L'expression de Sarah changea. Surprise, puis quelque chose qui ressemblait à de l'inquiétude. Puis quelque chose d'autre que je ne pouvais pas tout à fait lire. Insuffisance cardiaque? Sa voix monta en flèche. Maman, ça a l'air sérieux. Cela semble pire que ce que c'est, dis-je, gardant mon ton égal. C'est gérable avec des médicaments et des changements de mode de vie. La docteure Martinez était en fait optimiste. Avec des soins appropriés, elle a dit que je pouvais avoir 15 à 20 bonnes années devant moi. David tendit la main vers son verre d'eau. C'est bien, Annie. Gérable, c'est bien. Il faudra juste que tu fasses attention. Prends tes médicaments, ajouta Sarah. Suis les ordres du médecin. Elle jeta un coup d'œil à David. Juste une seconde, un regard que je n'étais pas censé remarquer. Tu vas bien, mamie, demanda Maya, sa voix menue. Je lui souris. Je vais bien, ma chérie. Cela signifie juste que je dois mieux prendre soin de moi, prendre mes pilules tous les jours, manger sainement, faire un peu d'exercice. Rien de trop effrayant. David, as-tu terminé la proposition Henderson, demanda Sarah. Juste comme ça. Le sujet changea. Ma santé,
mon diagnostic, mon avenir, écarté aussi facilement que quelqu'un change de chaîne à la télévision. David se lança dans une histoire sur une présentation client. Sarah posa des questions, hocha la tête, s'engagea pleinement. Les enfants terminèrent leurs légumes. Je mangeais mon poulet et mémorisais chaque détail de ce moment. La façon dont les doigts de Sarah tambourinaient sur la table, la façon dont David évitait de me regarder directement, la façon dont ils semblaient tous les deux soulagés lorsque je m'excusais après le dîner. Je me suis retiré dans ma chambre, la plus petite de la maison, à peine assez grande pour mon lit double et une commode. C'était le bureau à domicile de David avant que je n'emménage. Il avait déménagé son bureau dans un coin de leur chambre, et j'avais entendu Sarah s'en plaindre plus d'une fois à travers ses murs minces. De mon tiroir de commode supérieur, j'ai sorti l'enveloppe de ce mois-ci. À l'intérieur se trouvaient 30 billets de $100 neufs. 3000 $ exactement. Je préparais ces enveloppes depuis 36 mois maintenant. 36 000 $ en espèces remis comme un loyer, comme un paiement pour le privilège d'exister dans leur espace. J'ai trouvé David dans la cuisine en train de charger le lave-vaisselle. La contribution de ce mois-ci, dis-je, en lui tendant l'enveloppe. Il l'a pris sans l'ouvrir. Ne dit même plus merci. Il la glissa simplement dans sa poche arrière comme si c'était attendu. Gagné, du. Merci, Annie. Il y a 3 ans, quand j'avais commencé à leur donner cet argent, il y avait de la gratitude. Maman, tu n'es pas obligée de faire ça. Es-tu sûre de pouvoir te le permettre? C'est tellement généreux. Maintenant, rien. La gratitude s'était évaporée, remplacée par un sentiment de droit. Je le regardais finir de charger la vaisselle. Puis je retournai dans ma chambre. Les murs de cette maison étaient minces. Je l'avais appris très tôt. On pouvait entendre l'eau couler dans les tuyaux, les pas à l'étage, les voix qui portaient d'une pièce à l'autre. Ce soir, j'entendis les voix de David et Sarah s'élever de leur chambre au bout du couloir. Au début, juste des murmures, le faible bourdonnement d'une conversation, puis plus fort, plus net. Je n'aurais pas dû. Je savais que je n'aurais pas dû. Mais quelque chose, l'instinct, l'intuition, la façon dont ils s'étaient regardés pendant le dîner, me tira de mon lit. J'ouvris ma porte doucement, entrai dans le couloir faiblement éclairé. Au bout du couloir, une lumière jaune s'échappait de sous leur porte de chambre. Les voix devinrent plus distinctes. La voix de David basse et défensive. Sarah, baisse la voix. Les enfants dorment, David. Nous devons parler de ma mère. Ma main se serra sur l'encadrement de la porte. J'écoute, dit David. Il faut qu'elle parte. La voix de Sarah était maintenant claire, perçante d'une colère que je n'avais jamais entendue diriger vers moi. Jamais pensé que j'entendrais. J'en ai assez, David. Complètement assez. C'est ta mère. Où est-elle censée aller? Je m'en fiche. Une maison de retraite, un appartement, n'importe où. Nous lui avons donné un endroit quand elle en avait besoin. Maintenant, elle doit gérer sa propre situation. Ma poitrine se serra. Pas mon cœur. C'était différent. C'était la douleur d'entendre son propre enfant, son enfant unique, le bébé que l'on avait porté, élevé et pour lequel on avait tout sacrifié, parler de soi comme d'une ordure à jeter. Surtout maintenant, continua Sarah, avec ses problèmes cardiaques. Et si elle meurt ici, David? Et si les enfants la trouvent? Tu y as pensé? Génie. Sarah, elle paie 3000 par mois. 3000? Le rire de Sarah était amer. Cette maison nous coûte 4200 $ par mois rien qu'en hypothèque. Ça ne compte pas les charges, la nourriture, tout le reste. Elle couvre à peine la moitié de sa charge. Charge, elle m'a appelé une charge. Et maintenant elle est malade, continua Sarah. Insuffisance cardiaque, David. C'est grave. Cela signifie des visites à l'hôpital, des médicaments, probablement des soins à domicile éventuellement. Qui va payer pour tout ça? Qui va le gérer? Moi. C'est moi. Et je ne peux pas le faire. Je ne le ferai pas. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Dis-lui que nous avons besoin d'espace. Dis-lui que c'est mieux pour sa santé d'avoir son propre endroit. Dis-lui n'importe quoi. Je me fiche de ce que tu dis.
Fais-la juste partir. Sarah, une semaine, David. Sa voix devint froide. Finale. Je veux qu'elle soit partie dans une semaine. Dis-lui demain. Le silence s'étira. Je restais figé dans ce couloir, ma main toujours agrippée à l'encadrement de la porte, attendant que David me défende, qu'il fasse preuve de courage, qu'il se lève et dise, c'est ta mère. Nous allons nous en sortir ensemble. Nous ne l'abandonnerons pas quand elle est malade. Au lieu de cela, j'entendis, d'accord. Sa voix était petite, défaite. D'accord, je lui dirai demain. Arrête juste de crier. Je reculai prudemment, doucement dans ma chambre, fermai la porte sans faire de bruit. Puis je restai là dans l'obscurité, la laissant m'envahir. Il y a 3 ans, Sarah m'avait appelé en larmes. Maman, David et moi avons trouvé cette maison parfaite, mais il nous manque la compte. 20 000 $ de moins. J'avais écrit un chèque de 50 000 le lendemain. Je lui avais dit que c'était tout ce que je pouvais économiser en vendant l'entreprise, mais que je voulais qu'elle ait la maison de ses rêves. Sarah avait pleuré, m'avait serré dans ses bras. Merci, maman. Merci. Cela signifie tout. David m'avait serré la main, les yeux humides. Nous n'oublierons jamais ça, Annie. Jamais. 3 ans à vivre dans leur plus petite pièce. 3 ans à me faire plus petite, plus silencieuse, moins perceptible. 3 ans de contribution mensuelle en espèces tout en jouant le rôle d'une retraitée modeste qui avait tout perdu. Je les avais mis à l'épreuve. Testant s'ils aimaient Annie Walker, leur mère et belle-mère, ou s'ils aimaient l'aide que je pouvais leur apporter. Maintenant, j'avais ma réponse. J'ai marché jusqu'à mon placard, poussé les vêtements suspendus, et trouvé la petite boîte à serrure sur l'étagère supérieure. À l'intérieur se trouvaient les relevés bancaires privés que j'avais gardés cachés. Le plus récent, daté du 1er avril 2025, montrait 12 347 612 $ et 87 cents. Je me suis assise sur le bord de mon lit avec ce relevé entre les mains. Mon téléphone était posé sur la table de chevet. Je l'ai pris et j'ai ouvert mon application bancaire. Les chiffres brillaient dans l'obscurité. Puis j'ai ouvert une application immobilière et j'ai tapé dans la barre de recherche, Tampa maison de luxe 500 000 $ et plus. L'écran s'est rempli de propriétés. Domaine au bord de l'eau, manoir moderne, maisons historiques rénovées. Chacune plus belle que cette maison où j'avais vécu comme une invitée dans un coin exigu. Je les ai parcourues lentement, méthodiquement. Une contemporaine de 3 chambres à West Shore avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur la baie de Tampa. 580 000 $. Un bungalow rénové à Palmetto avec des parquets d'origine et une cour clôturée. 545 000 $. Une maison de ville moderne à Hyde Park. À distance de marche des restaurants et des magasins. 625 000 $. Pour la première fois depuis que j'avais entendu la voix de Sarah à travers ce mur, j'ai ressenti quelque chose d'autre que de la douleur. J'ai ressenti une froide et claire détermination. Ils voulaient que la vieille femme malade quitte leur maison. Ils obtiendraient leur souhait. Mais ils n'avaient aucune idée de ce que cette vieille femme malade pouvait se permettre. Je n'ai pas dormi. Je ne pouvais pas dormir. Au lieu de cela, je me suis assise devant mon ordinateur portable et j'ai planifié. D'abord, j'ai ouvert mon email et j'ai rédigé un message à Victoria Sterling. Victoria avait été mon avocate pendant 12 ans, depuis que James et moi avions commencé à développer notre portefeuille immobilier. C'était une femme noire d'une 50aine d'années, aussi affûtée qu'une lame, avec la réputation de protéger ses clients comme une lionne protégeant ses petits. À 2h47 du matin, j'ai envoyé un message avec l'objet « Besoin urgent de rendez-vous ». Victoria, je dois vous voir dès que possible. Demain matin, si vous pouvez me caser. C'est à propos de ma situation de logement et de quelques modifications de planification successorale. J'aurai aussi besoin d'une recommandation d'agent immobilier, quelqu'un capable d'agir vite pour un achat en espèces. Annie. Puis, j'ai immédiatement rédigé un autre message, cette fois à mon conseiller bancaire. À 2h52 du matin, objet, demande de transfert. Robert, j'aurai besoin qu'environ 600 000 $ soient transférés de mes comptes d'investissement vers mon compte courant d'ici la fin de la semaine. Veuillez m'appeler demain pour discuter de la meilleure façon de minimiser l'impact fiscal. J'achète une maison en espèces. Annie Walker.
Puis je suis retourné aux annonces immobilières et j'ai commencé à marquer des propriétés sérieusement. Pendant que je travaillais, des souvenirs affluaient sans cesse. Pas seulement l'enfance de Sarah. Ces doux souvenirs semblaient empoisonnés maintenant. Mais les moments plus difficiles, les moments qui nous avaient mis à l'épreuve, James et moi, qui nous avaient forgés pour devenir ce que nous étions devenus. Je me suis souvenu de 1992, lorsque nous n'avions que 4 propriétés locatives, et que le marché s'était effondré. Nous avions dû cumuler 3 emplois entre nous pour ne pas tout perdre. James avait conduit un camion de livraison la nuit tout en gérant nos propriétés le jour. J'avais nettoyé des maisons le week-end, y compris des maisons dans des quartiers comme celui-ci, appartenant à des gens qui m'avaient ignoré comme si j'étais invisible. Nous avions gardé nos propriétés, tenu bon pendant la crise, et lorsque le marché s'est redressé, nous étions en position de nous étendre. Je me suis souvenu de 2008, la deuxième crise. À ce moment-là, nous avions 15 propriétés. Certains investisseurs avaient paniqué et vendu à perte. Nous avions tenu bon, nous avions même acheté 2 propriétés supplémentaires à des prix défiant toute concurrence à des vendeurs désespérés. James disait toujours, Annie, les gens qui construisent une vraie richesse sont ceux qui peuvent penser à long terme, qui peuvent voir au-delà de la crise immédiate l'opportunité de l'autre côté. J'avais construit de la richesse. De la vraie richesse, le genre qui vous donne des options, vous donne du pouvoir, vous donne la capacité de vous éloigner des gens qui vous traitent comme un fardeau. Mon téléphone a vibré à 6h47 du matin. Une réponse de Victoria. Annie, j'ai une disponibilité à 9h. Venez alors, je ferai du café. À 7h15, Robert Thompson a répondu, Madame Walker, heureux de vous aider. Je peux avoir $600 000 sur votre compte courant d'ici vendredi. Retirer des obligations municipales serait le plus efficace fiscalement. Je vous appellerai à 10h pour confirmer. Félicitations pour la nouvelle maison. Robert. Je me suis douché et je me suis habillé avec soin. Pantalon noir, chemisier de couleur crème, mes bons mocassins en cuir, des boucles d'oreilles en perles que James m'avait offertes pour notre 20e anniversaire. Je voulais ressembler à moi-même aujourd'hui, pas à la version diminuée de moi-même que j'avais jouée pendant 3 ans. À 7h30, j'ai entendu le réveil de David sonner. Je l'ai entendu s'agiter pour se préparer au travail. J'ai attendu. À 7h45, je l'ai entendu dans la cuisine en train de faire du café. La même routine chaque matin. J'ai pris mon sac à main et le dossier médical et je suis sorti de ma chambre. David versait du café dans son mug de voyage quand je suis entré dans la cuisine. Il leva les yeux, surpris. « Oh, Annie, tu es levée tôt. »« Je n'ai pas pu dormir, dis-je. »« David, j'ai réfléchi à ce que tu as dit hier soir. » Son visage devint vide. « Hier soir ?»« À travers les murs, dis-je doucement. Les murs sont très minces dans cette maison. » Je l'ai vu pâlir alors qu'il réalisait ce que je disais. « Annie, c'est bon, l'interrompis-je. » J'ai gardé ma voix calme, neutre. « Sarah a raison. Il serait mieux pour tout le monde que je trouve ma propre place. Pour ma santé, pour votre famille. Je comprends parfaitement. Nous ne voulions pas. Sarah était juste stressée, je serais parti d'ici midi aujourd'hui, continuai-je comme s'il n'avait pas parlé. J'ai déjà pris des dispositions. Ne vous souciez plus de la vieille femme malade. Je me suis retourné et je suis retourné dans ma chambre, le laissant là avec son café, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. J'avais 4 heures avant mon rendez-vous avec Victoria. 4 heures pour faire mes valises. 3 ans de ma vie et laisser derrière moi la fille qui avait choisi la commodité plutôt que l'amour. J'ai sorti ma valise du placard et j'ai commencé à plier mes vêtements. À travers le mur, j'entendais David au téléphone avec Sarah, sa voix pressante et basse. Je ne pouvais pas distinguer les mots, mais je n'en avais pas besoin. À midi, je serais parti. Et ensuite ils commenceraient à comprendre ce qu'ils avaient vraiment jeté. À 8h du matin, le camion de déménagement s'est garé au 2847 South Rome Avenue. J'avais appelé Elite Moving Service à 3h du matin. J'ai besoin d'une équipe à 8h du matin, avais-je dit au répartiteur. 2 hommes, un camion. Je déménage de l'autre côté de la ville. Je paierai le double de votre tarif pour un délai rapide. Madame, nous avons généralement besoin d'un préavis d'au moins 2 jours. Je paierai en espèces aujourd'hui. Il y eut une pause,
Puis, nous serons là à 8 heures. Maintenant, 2 hommes, Marcus et Jérôme, tous deux de jeunes hommes noirs dans la vingtaine, chargeaient efficacement des cartons dans leur camion. J'avais vécu léger ici, je n'avais jamais complètement déballé. La plupart de ma vie était encore en entrepôt ou vendue lorsque j'avais réduit ma taille il y a 3 ans. C'est un quartier agréable, dit Marcus, portant ma petite étagère à livres. Vous déménagez pour quelque chose de plus grand? On peut dire ça, répondis-je. Un nouveau départ. Le SUV blanc de Sarah est arrivé dans l'allée à 8h47. J'ai regardé par la fenêtre avant pendant une minute complète avant qu'elle ne sorte. Elle avait déposé les enfants à l'école et était revenue, s'attendant probablement à me trouver en train de faire mes valises, probablement prête à avoir une sorte de conversation. Elle s'arrêta net quand elle vit le camion de déménagement. « Maman ?» Elle s'approcha du chemin d'entrée, sa voix incertaine. « Qu'est-ce qui se passe ?» « Je pars, dis-je simplement. « Comme tu voulais. » « Je ne voulais pas dire aujourd'hui. »« Tu as dit une semaine. »« Je te donne quelque chose de mieux. »« Tu récupères ta maison immédiatement. » Je lui tendis une enveloppe, la dernière que je lui donnerai jamais. La contribution de ce mois-ci, 3000 $. Considère-le comme mon dernier cadeau. Maman, attends. Pouvons-nous parler de ça? Mais Marcus revenait pour une autre boîte, et je me détournai d'elle pour le diriger vers mes dernières affaires. J'ai laissé la clé dans une enveloppe sur la table de la cuisine. À côté, une note. Merci pour votre hospitalité ces 3 ans. J'ai trouvé un nouveau logement et je serai parti d'ici midi. Ne vous souciez plus de la vieille femme malade. L'enveloppe est la contribution de ce mois-ci. Maman. À 10h15, j'ai regardé dans mon rétroviseur le 2847 South Rome Avenue disparaître derrière moi. Sarah se tenait sur le porche, tenant cette enveloppe, son expression confuse et perdue. Je ne sentais rien. Pas de tristesse, pas de regret. Juste une résolution froide et claire. Le test était terminé. Elle avait échoué. Maintenant venait le jugement. Le cabinet d'avocats de Victoria Sterling occupait un bâtiment historique rénové du centre-ville de Tampa, tout en briques apparentes et hautes fenêtres. J'y venais depuis 12 ans, et la réceptionniste, Patricia, une femme douce d'une 60aine d'années, me saluait par mon nom. Madame Walker, bon de vous revoir. Victoria vous attend. Puis-je vous offrir un café, s'il vous plaît? Noir, de sucre. Le bureau de Victoria était exactement comme je m'en souvenais, des étagères du sol au plafond, un immense bureau en acajou, des diplômes encadrés des universités Howard et Yale Law School au mur. Victoria elle-même était assise derrière ce bureau, ses lunettes de lecture posées sur son nez, ses cheveux naturels tirés en un chignon parsemé d'argent. Elle leva les yeux lorsque j'entrai, et son expression passa immédiatement du professionnalisme à l'inquiétude. « Annie, asseyez-vous et racontez-moi ce qui s'est passé. » Je l'ai fait. Je lui ai tout raconté, le diagnostic, le dîner, la conversation que j'avais surprise, le délai de Sarah, ma décision de partir. Victoria a écouté sans m'interrompre, les doigts croisés sous son menton. Quand j'ai eu terminé, elle est restée silencieuse un long moment. « Et ils ne savent toujours rien de l'argent, a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. Personne ne sait, sauf vous, Robert et moi. Votre fille pense que je suis ruiné. Ma fille, dis-je soigneusement, pense que je suis un fardeau qu'elle peut jeter quand ça l'arrange. » Victoria se pencha en arrière dans sa chaise. « Que voulez-vous faire, Annie? »« Je veux acheter une maison, en espèces. Je veux changer mon testament. Et je veux que Sarah comprenne exactement ce qu'elle a jeté quand elle m'a jeté. Pas de vengeance. Justice, corrigez-je. Il y a une différence. » Victoria sortit un bloc-notes légal. Commençons par le testament. Actuellement, Sarah est votre unique bénéficiaire pour l'ensemble de la succession. Correct. Correct. Environ 12,3 millions de $. Et vous voulez changer cela en un fonds de fiducie pour Maya et Isaiah, 2 millions de $ accessibles quand ils auront 25 ans. Sarah et David n'ont pas accès à ces fonds. Victoria nota cela. Et les 10 millions restants? 8 millions à des œuvres de bienfaisance, le Fonds de défense juridique NAACP, des bourses d'études pour les étudiants noirs au HBCU, le centre communautaire de Tampa où James et moi faisions du bénévolat. Je vous donnerai une liste complète.
Et Sarah, je fis une pause. C'était le moment, la rupture finale. 100 000 $ au total pour elle et David combinés. Les sourcils de Victoria se haussèrent légèrement. C'est une réduction considérable, de 12 millions à 100 000 $. C'est le prix de la cruauté, dis-je. Je veux que ce soit écrit. Je veux que ce soit déposé. Et je veux que vous le lui disiez. Vous voulez que je l'informe du changement? Pas encore. D'abord, je veux qu'elle sache ce qu'elle a perdu. Je veux que vous appeliez David, pas Sarah, David, et que vous lui montriez mon portefeuille financier. Chaque relevé, chaque actif, chaque dollar. Je veux qu'ils comprennent que le fardeau qu'ils ont jeté valait plus que ce qu'il ne verra jamais de sa vie. Victoria sourit. Ce n'était pas un joli sourire. C'était le sourire d'une avocate qui venait d'avoir la permission de faire couler le sang. Quand voulez-vous que je fasse cet appel? Donnez-moi une semaine. Laissez-moi m'installer dans ma nouvelle maison. Laissez-les se sentir en sécurité dans leurs décisions, puis lancez la bombe. Considérez que c'est fait. Elle prit d'autres notes. Maintenant, vous avez mentionné l'achat d'une maison. J'ai une agente immobilière avec qui je travaille fréquemment, Diane Morrison. Elle est excellente, et elle peut agir rapidement pour le bon client. Offre en espèces, sans condition. Peut-elle gérer ça? Elle sera ravie de gérer ça. Je l'appellerai aujourd'hui. Victoria posa son stylo et me regarda par-dessus ses lunettes. Annie, je dois vous demander. Êtes-vous sûr de cela? Sarah est votre fille, votre enfant unique. J'ai élevé ma fille pour qu'elle soit meilleure que ça, dis-je doucement. Je lui ai appris la famille, la loyauté, le fait de prendre soin des gens qui prennent soin de vous. Mais en chemin, elle a appris des leçons différentes. Peut-être de David, peut-être de ce quartier, de ces gens dont elle s'entoure. Je ne sais pas. Je pris une inspiration. Ce que je sais, c'est qu'elle a appris que j'avais une insuffisance cardiaque et sa première pensée a été, quelle gêne pour moi, pas comment puis-je aider. Pas assurons-nous que maman reçoive les meilleurs soins. Juste dégagez-la. Alors, c'est une leçon. Ce sont des conséquences, corrigez-je. J'ai 63 ans, Victoria. Il me reste 15, peut-être 20 ans si j'ai de la chance. Je ne vais pas les passer à être traités comme des ordures par des gens qui sont censés m'aimer. Victoria hocha lentement la tête. Diane Morrison m'a montré 8 propriétés au cours des 3 jours suivants. Les 5 premières étaient incorrectes. Trop grandes, trop stériles, trop d'entretien. La 6e était proche, mais dans le mauvais quartier. La 7e avait des problèmes de fondation que j'ai repérés depuis le trottoir. La 8e était parfaite. 3247 Bayshore Boulevard West Shore. Une maison moderne construite en 2019. Toutes les lignes épurées et la lumière naturelle. 3 chambres, 2 salles de bain et demi. La suite parentale au rez-de-chaussée, importante pour une femme ayant une maladie cardiaque. Des fenêtres du sol au plafond donnant sur la baie de Tampa. Une allée fermée. Un aménagement paysager professionnel mais nécessitant peu d'entretien. Affiché à 580 000 $. Les vendeurs avaient déjà déménagé à Atlanta et étaient motivés. Quand puis-je visiter l'intérieur, ai-je demandé à Diane. Tout de suite, si vous le souhaitez. L'intérieur était encore mieux. Parquet en bois dur, une cuisine avec des comptoirs en marbre et des appareils haut de gamme, un dressing dans la chambre principale plus grand que la pièce où j'avais vécu dans la maison de Sarah. Je me suis tenu dans le salon, regardant par ces immenses fenêtres le au-delà et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 3 ans. Je me sentais chez moi. Je la prends, ai-je dit à Diane. Au prix demandé, en espèces. À quelle vitesse pouvons-nous conclure? Diane cligna des yeux. Vous ne voulez pas y réfléchir? Faire une offre plus basse? 580 000 $ est un prix juste pour cette propriété. Les vendeurs veulent conclure rapidement. Je peux payer en espèces. À quelle vitesse pouvons-nous faire cela? Elle retrouva son sang-froid professionnel. Avec une offre en espèces et des vendeurs motivés, nous pourrions potentiellement conclure en 5 à 7 jours ouvrables. Faisons-le en 5. Le 18 avril 2025, 3 jours après que ma fille m'ait dit de partir, j'ai signé l'accord d'achat pour le 3247 Bayshore Boulevard. Le 23 avril 2025,
8 jours après cette conversation que j'avais surprise, j'ai reçu les clés. Robert Thompson avait transféré $600 000 sur mon compte courant. J'avais viré $580 000 à la société de titres. Les $20 000 restants couvriraient les frais de déménagement, l'ameublement initial et les imprévus. Je me suis tenu dans mon nouveau salon, dans ma maison, acheté avec mon argent, et j'ai appelé l'entreprise de déménagement pour récupérer mes affaires en entrepôt. Demain, Elite Moving livrerait les meubles que j'avais gardés dans une unité climatisée pendant 3 ans. L'ensemble de salles à manger que James et moi avions acheté pour notre première maison, les meubles de chambre de notre suite parentale, l'art que nous avions collectionné pendant 30 ans de mariage. Toutes les choses que j'avais vendues ou stockées lorsque j'avais réduit ma taille pour emménager avec Sarah. J'avais planifié ce test pendant 3 ans. Je n'avais juste jamais imaginé que ça se terminerait comme ça. Pendant la première semaine, mon téléphone est resté silencieux. Sarah a envoyé un SMS le jour de mon départ. Maman, j'espère que tu t'installes bien. Prends soin de toi. 12 mots. Préfuncteur. Obligation remplie. Je n'ai pas répondu. David ne m'a pas contacté du tout. J'ai passé cette semaine à déballer, organiser, établir des routines. Je prenais mes médicaments pour le cœur tous les matins à 8 heures avec le petit déjeuner. Je marchais le long de Bayshore Boulevard le soir, regardant le coucher de soleil sur l'eau. J'ai rejoint une salle de sport locale avec une piscine. Le cardiologue avait recommandé la natation comme exercice doux. Le dimanche, je suis allé à l'église Bula Baptiste où j'étais membre depuis 35 ans. La congrégation m'a chaleureusement accueilli, m'a demandé de mes nouvelles, m'a dit qu'il priait pour moi. Nous n'avons pas vu Sarah depuis des mois, a mentionné sœur Patricia alors que nous sortions après le service. Est-ce qu'elle va bien? Elle est occupée, dis-je d'un ton neutre. Vous savez comment c'est avec les jeunes familles. Ce que je n'ai pas dit, Sarah avait arrêté de venir à Bula Baptiste il y a 3 ans, à peu près au moment où elle avait déménagé dans le sud de Tampa. Elle avait commencé à fréquenter une méga-église non confessionnelle dans le nord de Tampa à la place, une église où elle pouvait se fondre dans la masse, où être noir était moins central à l'identité. J'avais pleuré cette perte en silence, juste une autre façon dont ma fille s'était éloignée de ses racines. Pendant ce temps, Sarah a posté sur Instagram une photo soigneusement filtrée de fleurs dans un vase, avec la légende, parfois, moins c'est plus, embrasser la simplicité. Je l'ai vue parce que je suivais toujours son compte, bien qu'elle ne sache pas que j'avais les médias sociaux. Les commentaires étaient pleins de ses amis de banlieue. Tellement vrai. J'adore cette énergie. Objectif minimaliste. Si seulement il savait ce qu'elle avait minimisé hors de sa vie. Le 30 avril, soit exactement 2 semaines après mon déménagement, Victoria a passé l'appel téléphonique. Je n'étais pas là, bien sûr, mais Victoria m'a appelé immédiatement après pour me faire son rapport. Et plus tard, j'ai entendu la version de David grâce au message vocal frénétique qu'il m'a laissé sur mon téléphone. Voici ce qui s'est passé. À 10 heures du matin, le téléphone de David a sonné à son bureau en centre-ville. Numéro inconnu, indicatif régional de Tampa. David Williams à l'appareil. Monsieur Williams, ici Victoria Sterling de Sterling Law. Je suis avocate ici à Tampa. Je représente Annie Walker. Une pause. Annie va bien? Il s'est passé quelque chose? Madame Walker va bien. Je vous appelle concernant sa planification successorale. Elle m'a demandé de vous informer de certains actifs car cela pourrait affecter la planification financière de votre famille. Je d'accord. Confus, incertain. Monsieur Williams, êtes-vous disponible pour venir à mon bureau aujourd'hui? Il serait préférable d'en discuter en personne. J'ai des réunions je vous recommande fortement de prendre le temps pour cela, Monsieur Williams. Disons 14 heures? Quelque chose dans la voix de Victoria a dû le convaincre. À 13h55, David est entré dans son bureau. Victoria m'a dit qu'elle avait arrangé les documents sur son bureau à l'avance, les relevés de portefeuille au-dessus, l'acte de propriété en dessous, les relevés bancaires, les déclarations de revenus de la vente de l'entreprise en 2020. David s'est assis. Victoria n'a pas perdu de temps. Monsieur Williams, je m'occupe de la planification successorale d'Annie Walker, et elle voulait que vous soyez informé de sa situation financière actuelle. Elle a glissé le premier document sur son bureau.
Relevé de portefeuille, First Harbor Private Banking, titulaire du compte, Annie-Marie Walker. Solde actuel, 12 347 612 $ et 87 cents. Victoria a dit que le visage de David était complètement vide, comme un ordinateur qui gèle au milieu d'une tâche. Je suis désolé, dit-il. Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est le portefeuille d'investissement de votre belle-mère, actuellement évalué à environ 12,3 millions de $. Elle lui montra le document suivant. Acte de propriété du 3247 Bayshore Boulevard. Prix d'achat 580 000 $. Payé intégralement en espèces. Date de clôture le 23 avril 2025. Puis les relevés bancaires. Puis les relevés fiscaux de 2020 montrant la vente de Walker Real Estate pour 8 millions de $. Mais elle vivait avec nous, dit David, sa voix creuse. Elle nous donnait de l'argent tous les mois. 3 000 $ parce qu'elle ne pouvait pas se permettre sa propre place. Monsieur Williams, dit Victoria doucement. Annie Walker n'a jamais eu besoin d'aide financière. Ses contributions mensuelles étaient son choix, pas sa nécessité. Victoria a dit qu'elle avait vu la compréhension poindre sur son visage comme un lever de soleil, puis l'horreur, puis quelque chose comme la nausée. Les 3 000 par mois, murmura-t-il, de 12 millions. Environ 0,025% de ses actifs totaux par mois, confirma Victoria. Elle porta le coup final avec un détachement professionnel. Auparavant, votre femme Sarah était désignée comme unique bénéficiaire de la succession d'Annie, la totalité des 12 millions. Annie voulait que vous sachiez qu'elle reconsidère cet arrangement. Elle vous contactera lorsqu'elle sera prête à en discuter davantage. David resta immobile. Victoria a dit qu'il fixait ses documents comme s'ils étaient écrits dans une langue qu'il ne comprenait pas. Monsieur Williams, avez-vous des questions? J'ai besoin, il se leva brusquement, chancelant. J'ai besoin d'appeler Sarah. Il atteignit sa voiture dans le parking souterrain avant de s'effondrer. Victoria regarda par la fenêtre de son bureau, 15 étages plus haut, alors qu'il était assis dans sa berline, téléphone collé à l'oreille, complètement immobile. L'appel à Sarah, selon le message vocal que David m'a laissé plus tard dans la journée, s'est déroulé comme suit. Sarah, tu dois t'asseoir. Ta mère a 12 millions de $. 12 millions de $. L'avocat vient de tout me montrer. La maison qu'elle a achetée, 580 000 $ en espèces. La vente de l'entreprise en 2020, 8 millions de $. Le portefeuille d'investissement, tout est réel. Sarah, tout est réel. La voix de Sarah en arrière-plan, perçante de choc. C'est impossible. Elle vivait dans notre maison. Elle nous donnait de l'argent parce qu'elle nous testait, Sarah, toutes ces années. Les 3 000 par mois elle aurait pu acheter notre maison en espèces aurait pu acheter 10 maisons comme la nôtre. Silence à l'autre bout. Puis la voix de Sarah, petite et brisée. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. David, qu'avons-nous fait? Ils ont essayé de m'appeler 17 fois cet après-midi et ce soir-là. J'ai regardé mon téléphone s'illuminer à chaque tentative. J'ai laissé chaque appel aller à la messagerie vocale. Les SMS se sont accumulés. David, 15h47. Annie, s'il te plaît, rappelle-moi. Nous devons parler. Sarah, 16h23. Maman, je viens de parler à David. Je n'avais aucune idée de tes finances. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Sarah, 17h15. Les enfants te manquent. S'il te plaît, viens dîner ce week-end. Nous pouvons arranger ça. David, 18h02. Annie, je suis désolé pour tout. S'il te plaît, parle-moi. J'ai supprimé chacun d'eux sans répondre. 3 jours plus tard, le 3 mai 2025, une lettre certifiée est arrivée au 2847 South Rome Avenue. Sarah l'a signée d'une main tremblante. À l'intérieur, un en-tête de cabinet d'avocat, le nom de Victoria Sterling en haut. Demande de paiement, billet à ordre, accélération. Date, 3 mai 2025 à David Michael Williams et Sarah Elizabeth Williams. Référence au billet à ordre daté du 15 avril 2022. Cher Monsieur et Madame Williams, conformément à la section 4B du billet à ordre exécuté le 15 avril 2022, j'invoque la clause d'accélération au nom de ma cliente Annie-Marie Walker.
Le montant principal original de 150 000 $ plus les intérêts accumulés à 5% par an composés annuellement pour une période de 3 ans porte le montant total dû à 173 643,84 $. Ce montant total est maintenant dû dans les 90 jours suivant cette notification, soit le 1er août 2025. Vous trouverez ci-joint une copie du billet à ordre original avec votre signature. Calcul détaillé du principal et des intérêts. Instruction de paiement. Le défaut de paiement intégral dans le délai imparti entraînera des procédures de saisie sur la propriété située au 2847 South Rome Avenue, Tampa, Floride 33629. Le billet étant garanti par une hypothèque sur ladite propriété. Veuillez contacter notre bureau si vous souhaitez discuter des modalités de paiement. Sincèrement, Victoria Sterling, avocate. Sterling Law. Sarah m'a appelé immédiatement, pleurant si fort que je pouvais à peine la comprendre. Maman, s'il te plaît. Cette lettre, elle dit que nous te devons 173 000 $. Elle dit que tu vas prendre notre maison. Maman, c'est notre maison. La maison des enfants. S'il te plaît, nous ne pouvons pas nous permettre ça. Nous n'avons pas cet argent. Je la laissai pleurer pendant 30 secondes avant de parler. Sarah, te souviens-tu il y a 3 ans quand je t'ai donné 50 000 $ pour ton acompte? Oui. Tu as dit que c'était un cadeau. J'ai dit verbalement que c'était un cadeau, mais tu as signé des documents légaux. Un billet à ordre pour les 50 000 $ plus 100 000 $ pour la rénovation de ta cuisine et l'aménagement paysager. 150 000 $ au total. Tu l'as signé. Tu as dit que c'était juste pour des raisons fiscales. Tu as dit de ne pas s'en inquiéter. J'ai dit beaucoup de choses, ma petite. Tu as choisi d'entendre ce qui t'arrangeait. Mais nous ne pouvons pas payer ça. Maman, s'il te plaît. Tu as 90 jours, dis-je calmement. Je te suggère de commencer à planifier. J'ai raccroché. Plus tard ce soir-là, Victoria a appelé. Ils sont paniqués, a-t-elle rapporté. David a appelé pour demander si nous accepterions un paiement partiel. Je lui ai dit que les conditions n'étaient pas négociables. Bien. Annie, ils ne peuvent pas réunir 173 000 $ en 90 jours. Tu le sais. Je sais. Alors, quel est le but ultime ici? Je regardais par la fenêtre de mon salon la baie de Tampa, le soleil couchant peignant l'eau d'or et d'orange. L'histoire a commencé à se répandre le 5 mai. Je ne l'ai pas répandue. Je n'ai pas eu besoin de le faire. Cela a commencé chez Sheer Excellence, le salon de beauté appartenant à des Noirs sur North Boulevard où je me faisais coiffer depuis 20 ans. Ma coiffeuse, Michelle, m'avait demandé comment je m'installais dans ma nouvelle maison. Oh, tu devrais la voir, Michelle. Bayshore Boulevard, juste au bord de l'eau. 3 chambres, fenêtre du sol au plafond. Je l'ai payé en espèces. En espèces? Les mains de Michelle se sont arrêtées dans mes cheveux. Ma chère, je pensais que tu étais, je veux dire, quand tu as emménagé avec Sarah, tu as supposé que j'étais fauché. Je lui souris dans le miroir. Beaucoup de gens l'ont supposé, y compris Sarah. Comment ça? Alors, je lui ai raconté. Pas tout, juste les points saillants. Comment j'avais vécu dans la maison de Sarah pendant 3 ans, contribuant mensuellement. Comment Sarah m'avait demandé de partir une semaine après que je lui ai parlé de ma maladie cardiaque. Comment Sarah n'avait aucune idée que j'avais 12 millions de $. Les yeux de Michel s'écarquillèrent. 12 millions et elle t'a mise à la porte? À la fin de mon rendez-vous, 3 autres femmes du salon avaient entendu l'histoire. À la fin de la semaine, elle s'était répandue dans l'église Bula Baptiste, dans la Tampa Black Business Association, dans le réseau de femmes qui me connaissaient, moi et James, depuis des décennies. Le téléphone de Sarah a commencé à vibrer avec des messages de personnes à qui elle n'avait pas parlé depuis des années. J'ai entendu ce qui s'est passé avec ta mère. Je prie pour ta famille. Est-ce vrai qu'Annie a acheté une maison sur Bayshore? Bien pour elle. Ta mère a toujours été si généreuse. J'espère que tu prends soin d'elle en ces temps difficiles. Chaque message était un petit couteau qui s'enfonçait plus profondément. À l'école de Maya, l'école privée chère du sud de Tampa où Sarah l'avait inscrite pour lui offrir des opportunités. Les chuchotements ont commencé parmi les mères à la sortie des classes. Karen Martinez, qui était amie avec Sarah depuis 2 ans, l'a abordée directement le 8 mai.
Sarah, j'ai entendu quelque chose et je voulais te le demander directement. As-tu vraiment demandé à ta mère de déménager quand elle était malade? Le visage de Sarah rougit. C'est compliqué. Les situations familiales sont privées. Bien sûr, dit Karen froidement. C'est juste, eh bien, les gens parlent et certains disent que ta mère est en fait assez aisée, qu'elle n'avait pas du tout besoin de ton aide. Je ne sais pas où tu entends ça. Tampa est une petite ville, Sarah, surtout dans certaines communautés. Le sourire de Karen était acéré. Je voulais juste te voir. M'assurer que tout va bien. Elle s'éloigna, laissant Sarah là, brûlante de honte. Cette nuit-là, la publication Instagram de Sarah, une photo des enfants jouant dans le jardin, légende sur l'importance de se concentrer sur ce qui compte vraiment, reçut un commentaire en quelques minutes. Est-ce que ta mère compte ou seulement quand tu as besoin de quelque chose? Sarah supprima le commentaire. Puis un autre apparut. J'ai entendu dire que tu avais mis ta mère malade à la porte. Chic. Elle supprima toute sa publication. Puis elle supprima son compte Instagram. Mort sociale complète et finale. Sarah et David avaient 90 jours pour produire 173 643 $ et 84 cents. Leur compte courant et d'épargne combiné contenait 27 000 $. Le salaire annuel de David, 85 000 $ avant impôt, soit environ 5 300 $ de salaire net mensuel. Le travail à temps partiel de Sarah en tant que consultante en médias sociaux rapportait environ 2 500 $ par mois. Revenu mensuel combiné après impôt, 7 800 $. Dépenses mensuelles, 4 200 $ d'hypothèque, 800 $ de services publics, 600 $ de paiement de voiture, 400 $ d'assurance. 1 200 $ d'épicerie et d'articles ménagers, 500 $ d'essence, 300 $ d'abonnements et d'adhésions divers. Total 8 000 $ par mois. Il vivait déjà au jour le jour, dépensant légèrement plus qu'il ne gagnait. Pour réunir 173 643 $ et 84 cents en 90 jours, il devrait générer 146 643 $ et 84 cents supplémentaires au-delà de leurs économies. Mathématiquement impossible avec leur seul salaire. Alors, ils ont commencé à vendre. Première semaine, la collection de sacs à main de marque de Sarah a été la première à partir. Le sac fourre-tout Gucci qu'elle avait acheté pour 2 400 $ s'est vendu sur Facebook Marketplace pour 900 $. Les sacs Michael Kors, le portefeuille Kate Spade, le sac à main Coach. Total 3 200 $. Les clubs de golf de David 1100 $. Sa table de poker de ses jours de célibataire, 800 $. Le vélo peloton que Sarah avait acheté pendant la pandémie et utilisé exactement 14 fois, 1 200 $. Deuxième semaine, l'ensemble de meubles de la chambre d'amis, 900 $ sur Craigslist. Les bijoux de Sarah, les pièces que David lui avait offertes pour les anniversaires et les fêtes. Des pièces qu'elle avait autrefois photographiées pour des publications Instagram sur le fait d'être bénie. Les boucles d'oreilles en diamant, 1 800 $. Le bracelet de tennis, 2 100 $. Chaque vente donnait l'impression de s'écorcher la peau. Troisième semaine, les voisins ont commencé à remarquer les pancartes à vendre apparaissant sur leur pelouse chaque week-end. Le défilé d'étrangers venant regarder les meubles, l'électronique, les appareils de cuisine. À la boîte aux lettres un soir, leur voisin Tom a appelé. « Tout va bien, David? J'ai vu que tu vendais beaucoup de choses. » « Juste du désencombrement, » a dit David, sa voix serrée. Minimisation. Tom a hoché la tête, mais son expression disait qu'il ne le croyait pas. Quatrième semaine, ils avaient réuni 47 000 $. Ajoutés à leurs économies, 74 000 $ au total. Il manquait encore 99 643 $ et 84 cents. Sarah a essayé d'appeler ses parents à Atlanta. « Maman, papa, nous avons un problème. Nous avons besoin d'emprunter de l'argent. »« Combien ?» demanda sa mère, fatiguée. « Environ 100 000 $. Sarah Elizabeth Williams, qu'est-ce que tu as fait? Sarah a expliqué en hésitant. Le billet à ordre, le délai, la maison en danger. Sa mère est restée silencieuse un long moment. Alors tu as mis ta mère à la porte alors qu'elle était malade, et maintenant tu nous demandes de l'argent pour rembourser une dette que tu lui dois légalement? Sarah, je t'ai mieux élevé que ça. Maman, s'il te plaît. Nous pouvons te prêter 15 000 $.
C'est tout ce que nous pouvons nous permettre. Et Sarah, tu dois arranger ça avec Annie. Quoi qu'il en coûte. Les 15 000 $ sont venus avec une honte qui brûlait plus que le désespoir financier. 6e semaine, total réuni 89 000 $. Il manquait encore 84 643 $84. David est rentré un soir et a trouvé Sarah en pleurs à la table de la cuisine, son ordinateur portable ouvert sur leur compte bancaire. Nous n'y arriverons pas, a-t-elle murmuré. Même si nous vendons tout ce que nous possédons, nous ne pouvons pas réunir assez. Nous pourrions prendre un prêt. Avec quelle garantie? La maison est hypothéquée maintenant. Aucune banque ne nous touchera. Ils se sont assis en silence, le poids de leur choix pesant comme une chose physique. Cette nuit-là, ils ont eu leur première vraie dispute. C'est ta faute, dit Sarah, sa voix tremblante. Tu as signé cette note sans la lire. Tu voulais qu'elle parte, cria David en retour. Tu as dit qu'elle nous entraînait vers le bas, que tu ne supportais plus de la voir ici. J'ai fait ce que tu voulais parce que je ne savais pas qu'elle avait des millions. Si tu avais su, si j'avais su, est-ce que je t'aurais empêché de dire ces choses, Sarah? Si tu aimais ta mère, son compte en banque n'aurait pas compté. La vérité planait entre eux comme de la fumée. Sarah a dormi dans la chambre d'Annie cette nuit-là. Ce qu'il en restait de toute façon après qu'ils aient vendu les meubles. Le 20 mai, 6 semaines après le délai de 90 jours, mon téléphone a sonné. Victoria. Annie, je dois te dire quelque chose à propos de David. À propos de lui. J'ai fait surveiller leur situation financière par un détective privé juste pour documenter leurs efforts pour le dossier du tribunal si la saisie devait avoir lieu. Et David a un problème de jeu, du poker en ligne. Il a perdu environ 45 000 $ au cours des 18 derniers mois. Il a aussi 30 000 $ de dettes de carte de crédit dont Sarah ne sait rien. Je me suis assise lentement. Depuis combien de temps le savez-vous? Je l'ai découvert il y a 2 ans quand je révisais des documents de propriété pour vous. J'ai vu son nom signalé dans un rapport de crédit. Je ne vous l'ai pas dit parce que vous n'aviez pas demandé et ce n'était pas pertinent pour votre planification successorale à l'époque, mais c'est pertinent maintenant. Très, Annie. Même s'ils réunissaient l'argent pour vous rembourser, leur mariage repose sur des fondations de mensonges. David a caché cette dette alors qu'ils vivaient au-dessus de leurs moyens. Sarah n'en a aucune idée. J'ai réfléchi à David poussant ma fille à me chasser tout en cachant ses propres péchés financiers. Sarah a-t-elle besoin de savoir, ai-je demandé. C'est à vous de décider. Mais si vous voulez qu'ils comprennent vraiment ce qu'ils ont gâché, leur montrez que vous connaissiez les secrets de David et auriez pu aider, mais qu'ils n'ont jamais demandé, jamais confessé, cela pourrait être la leçon finale. J'ai pris une décision. Gardez cette information. Ne pas leur dire encore. Les laisser venir à moi d'abord. Voyons si l'honnêteté est même possible pour eux. 3 jours plus tard, Sarah a découvert elle-même la dette de jeu. David avait géré leur paiement par carte de crédit en ligne, tenant Sarah éloignée des détails financiers. Mais quand ils ont eu besoin de connaître leur ratio exact d'être revenus pour tenter d'obtenir un prêt personnel, Sarah a insisté pour tout voir. C'est laquelle l'a trouvé. 3 cartes de crédit au nom de David dont elle n'avait jamais eu connaissance. 30 247 $82 de soldes combinés, tous provenant d'avances de fonds, de l'argent qu'il avait perdu en jouant en ligne. La dispute qui a suivi a pu être entendue à 3 maisons de distance. Tu me mens depuis plus d'1 an. J'allais te le dire quand, David, quand après que nous ayons perdu notre maison, après que nous ayons tout perdu? J'avais tout sous contrôle. Tu n'as rien sous contrôle. Nous sommes en train de nous noyer et tu as gaspillé de l'argent que nous n'avons pas. Maya m'a appelé cette nuit-là depuis le téléphone de Sarah, en pleurs. Mamie Annie, maman et papa se disputent. Ils crient si fort. Peux-tu venir nous chercher? Mon cœur s'est brisé. Ma chérie, passe ta maman au téléphone. La voix de Sarah était déchirée par les larmes. Maman, les enfants ne devraient pas entendre ça, dis-je fermement. Quoi qu'il se passe entre toi et David. Fais-le en privé. Ces bébés ne méritent pas ça. Je sais. Je sais. Je suis désolé. Nous allons arrêter. Sarah. Je fis une pause. Je suis au courant des jeux d'argent de David depuis 2 ans. Silence. Quoi? Je le savais.
Mon avocate l'a découvert lors de vérification de routine des antécédents. J'aurais pu te le dire. J'aurais pu t'aider. Mais tu n'as jamais demandé. Tu ne t'es jamais assise avec moi et tu n'as pas dit, maman, nous avons des difficultés. Nous avons besoin de conseils. Tu as juste pris mon argent tous les mois et tu as supposé que j'étais trop vieille et stupide pour savoir ce qui se passait vraiment. Maman. Sa voix se brisa complètement. Prends soin de ses enfants, Sarah. Ils sont innocents dans tout ça. J'ai raccroché. Ils ont trouvé ma maison le 25 mai. Je lisais sur ma terrasse arrière, profitant de la brise de fin d'après-midi de la baie de Tampa quand j'ai vu un SUV blanc passer lentement devant ma maison. Il a fait le tour du pâté de maison une fois, 2 fois, puis s'est garé de l'autre côté de la rue. Par ma fenêtre avant, j'ai vu Sarah et David rester assis dans leur voiture pendant 5 minutes complètes, juste à regarder le 3247 Bayshore Boulevard, ma maison. Ma belle maison avec sa façade en pierre blanche, ses fenêtres du sol au plafond, son allée fermée, sa pelouse paysagère, tout ce qu'ils avaient supposé que je ne pouvais pas me permettre. Finalement, ils sont sortis de la voiture. Ils se sont approchés lentement de mon portail, comme des pénitents s'approchant d'un sanctuaire. Ils semblaient plus petits en quelque sorte, diminués. Sarah avait perdu du poids. Je pouvais le voir même de loin. Les épaules de David étaient voûtées, abattues. J'ai boutonné mon cardigan et je me suis dirigé vers ma porte d'entrée. La sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte mais je suis resté derrière le portail. Une barrière physique entre nous. Symbolique. Maman. La voix de Sarah se brisa sur le mot. S'il te plaît, nous avons besoin de parler. De quoi? J'ai gardé mon ton neutre, distant. De tout. De ce que nous avons fait. Elle a désigné impuissamment ma maison. De tout cela. David s'avança. Annie, nous n'avions aucune idée de l'argent. De votre situation financière. Si nous avions su, vous m'auriez traité différemment, dis-je en terminant. C'est précisément le problème, David. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Oui, ça l'est. Vous auriez été gentil avec moi si vous aviez su que j'étais riche. Mais quand vous pensiez que je n'étais qu'une vieille femme malade sans rien à vous offrir, j'étais jetable. Sarah tressaillit comme si je l'avais giflée. Maman, ce n'était pas comme ça, n'est-ce pas? Je laissai la question en suspens. Sarah, je vous ai entendu à travers les murs. Dégagez cette vieille femme de ma maison. Elle nous tire vers le bas. Je ne veux pas qu'elle approche de mes enfants. La couleur disparut de son visage. Vous avez entendu tout ça? Chaque mot. Et j'ai attendu de voir si David me défendrait, s'il ferait preuve de courage, mais au lieu de cela, il a dit, d'accord, juste d'accord. La tête de David tomba. Il ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Nous avons eu tort, murmura Sarah. Maman, nous avons eu tellement tort. Nous avons laissé le stress, l'argent et la stupide fierté nous transformer en personnes horribles. Mais s'il te plaît, comprends. Nous ne voulions pas dire ces choses. Nous étions juste, vous vouliez dire chaque mot, dis-je doucement. Vous ne vous attendiez juste pas à ce que je les entende. Et vous ne vous attendiez certainement pas à ce que je puisse faire quoi que ce soit. Je sortis un morceau de papier de la poche de mon cardigan. Le billet à ordre plié avec précision. Je le tins de façon à ce qu'il puisse le voir. Vous avez signé ça il y a 3 ans. Un contrat légalement contraignant pour 150 000 $ plus intérêts. Vous l'avez signé parce que vous m'avez fait confiance quand j'ai dit que ce n'était que de la paperasse pour des raisons fiscales. Maman, nous ne pouvons pas payer ça. Je sais que vous ne pouvez pas. Je vous ai regardé essayer, vendre vos affaires, emprunter à vos parents, vous disputer les uns les autres. Je vous ai regardé apprendre ce que ça fait de tout perdre, d'être désespéré, de voir le sol se dérober sous vos pieds. Des larmes coulaient sur le visage de Sarah. Nous le méritons. Nous méritons tout cela. Mais s'il te plaît, les enfants, l'interrompis-je, sont la seule raison pour laquelle j'envisage même de vous faire grâce. Parce que Maya et Isaiah sont innocents dans tout ça. Alors s'il te plaît, commença David. Je n'ai pas fini, dis-je, ma voix perçante. Vous m'avez jeté dehors. Vous vouliez que la vieille femme malade quitte votre maison, loin de vos enfants.
Eh bien, vous avez ce que vous vouliez. Me voilà, hors de votre maison, vivant dans ma propre maison, acheté avec mon propre argent. L'argent que vous n'avez jamais su que j'avais parce que vous n'avez jamais demandé, jamais assez pour me connaître vraiment. Je reculai vers ma porte. Il vous reste 40 jours pour payer votre dette. Je vous suggère de continuer à essayer. Maman, attends. Non. Vous avez fait votre choix. Vous avez choisi la commodité plutôt que l'amour. Vous avez choisi votre confort plutôt que ma dignité. Maintenant, vous devez vivre avec les conséquences. J'ai fermé la porte. Par la fenêtre, je les ai regardés rester à mon portail pendant encore 10 minutes. Sarah sanglotant sur l'épaule de David. David l'air brisé et perdu. Finalement, ils sont retournés à leur voiture et sont partis. Je me suis assise sur mon canapé et je me suis laissé trembler. Je me suis laissé ressentir la douleur. La fille que j'avais élevée, les petits-enfants que j'aimais. Tout cela fracturé par la cruauté et la cupidité. Mon téléphone était posé sur la table basse. Je l'ai pris et j'ai envoyé un SMS à Victoria. Ils sont venus à la maison. Je suis prête pour la prochaine phase. Sa réponse est venue immédiatement. L'appel est arrivé 3 jours plus tard, à 19h30. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Allô, mamie Annie. Une petite voix. Familiale. C'est Maya. Mon cœur s'est emballé. Maya, ma chérie, comment as-tu eu ce numéro? J'ai trouvé une carte dans le bureau de papa. La carte d'une dame. Il y avait des numéros dessus. La carte de visite de Victoria. Petite futée. Ma chérie, où sont tes parents? En bas. Ils parlent de 2 choses d'adultes. Des choses d'argent. Ils ne savent pas que j'appelle. J'ai fermé les yeux. Qu'est-ce qui ne va pas, bébé? Mamie, pourquoi ne nous rends-tu plus visite? Avons-nous fait quelque chose de mal? Isaiah et moi t'avons-nous fâchés? La question a brisé quelque chose dans ma poitrine. Non, ma chérie. Non, non, non. Toi et Isaiah n'avez rien fait de mal. Pas une seule chose. Alors pourquoi ne viens-tu pas nous voir? Tu me manques. Isaiah pleure la nuit. Il demande quand tu reviens. J'ai dû faire une pause, me ressaisir. Maya, parfois les adultes font des erreurs. De grandes erreurs. Ta maman et ton papa et moi sommes en train de régler des choses. C'est à propos d'argent? Les enfants à l'école disent des choses méchantes sur maman et papa. À propos de la façon dont ils ont été méchants avec toi à cause de l'argent. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Oh, bébé. J'ai essuyé mes yeux. Écoute-moi très attentivement. Rien de tout cela n'est ta faute. Toi et Isaiah êtes des enfants parfaits, magnifiques, et je vous aime plus que tout au monde. Tu m'entends? Oui, madame. Ta maman et ton papa ont fait des choix qui m'ont fait du mal, leur ont fait beaucoup de mal, et en ce moment, nous essayons tous de trouver comment réparer cela. Mais toi, tu n'as rien fait de mal. Puis-je te voir, s'il te plaît? J'ai réfléchi aux limites et aux conséquences et aux dommages collatéraux. Que dirais-tu de ça? Samedi matin, je viendrai te chercher, toi et Isaiah, à 10h. Nous irons manger des crêpes à l'endroit que vous aimez. Celui avec les pépites de chocolat. Juste nous 3. Tu aimerais ça? Oui. La joie dans sa voix était presque douloureuse à entendre. Je peux le dire à Isaiah. Oui, tu peux lui dire. Mais Maya, c'est entre nous et ta maman et ton papa. Ils travaillent à devenir de meilleures personnes. Parfois, cela prend du temps. D'accord, mamie. Je t'aime. Je t'aime aussi, ma chérie, tellement. Après qu'elle ait raccroché, je me suis assise dans mon salon pendant longtemps, la photo de James dans mes mains. Est-ce que je fais la bonne chose, murmurai-je à son image. Est-ce justice ou simple cruauté? James ne répondit pas, bien sûr, mais je pouvais presque entendre sa voix. Annie, tu leur apprends ce à quoi ressemblent de vraies conséquences. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de l'amour dans un emballage difficile. J'ai envoyé un SMS à Victoria, crêpe du samedi avec les petits-enfants. Passons à la phase finale, planifier la réunion de famille. Le rassemblement a eu lieu chez ma cousine Rita le 8 juin.
Rita vivait à Carolwood dans une maison de style ranch confortable qu'elle possédait depuis 30 ans. Quand je l'avais appelée et expliqué ce dont j'avais besoin, elle avait immédiatement accepté. Il est temps que quelqu'un tienne ces deux responsables, avait-elle dit. J'aime Sarah, mais ma chère, elle a eu le nez en l'air pendant trop longtemps. 15 personnes se sont rassemblées dans le salon de Rita ce samedi après-midi. La famille élargie, des amis proches qui me connaissaient, moi et James, depuis des décennies, des membres de l'église Bula Baptiste, des gens qui comptaient. Sarah et David sont arrivés les derniers, se tenant la main, unis dans leur humiliation. La pièce est devenue silencieuse quand ils se sont levés. Sarah a parlé la première. Sa voix tremblait, mais elle a continué. Il y a 3 mois, ma mère a reçu un diagnostic médical grave. Elle est venue me voir, chez nous, où elle vivait avec nous et nous a dit qu'elle avait une insuffisance cardiaque. Elle fit une pause, avala difficilement. Au lieu de la soutenir, au lieu de m'assurer qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin, j'ai dit à mon mari que je voulais qu'elle parte. J'ai dit des choses cruelles. Je l'ai appelée un fardeau. J'ai dit que je ne voulais pas qu'elle approche de mes enfants. Je lui ai donné 1 semaine pour partir. Des murmures parcoururent la pièce. Mon mari a été d'accord avec moi. Et le lendemain, ma mère a fait ses affaires et est partie. La voix de Sarah se brisa, mais elle continua, ce que je ne savais pas, ce que nous ne savions pas, c'est que ma mère n'avait pas besoin de notre aide. Elle n'avait pas besoin de notre maison ni de notre charité. Elle nous soutenait financièrement et émotionnellement depuis des années pendant que nous la tenions pour acquise. Elle nous testait, je pense, pour savoir si nous l'aimions pour ce qu'elle est ou seulement pour ce qu'elle pouvait nous donner. Elle me regarda directement. Maman, nous avons échoué à ce test. Nous avons complètement échoué. J'ai remboursé ton amour et ta générosité par le mépris. Je t'ai traité comme si tu étais jetable quand tu avais besoin de soutien. J'ai honte de ce que je suis devenu. J'ai honte de l'exemple que j'ai donné à mes enfants. David prit la parole ensuite, sa voix calme mais ferme. J'ai échoué en tant que gendre. Annie m'a accueilli dans sa famille, nous a aidés à acheter notre maison, nous a soutenus de multiples façons. Et quand elle est tombée malade, quand elle a réellement eu besoin de soutien, j'ai choisi la facilité. J'ai accepté la cruauté au lieu de défendre ce qui était juste. Il fit une pause. J'avais aussi des secrets que je gardais, des erreurs financières que j'avais faites dont je n'avais jamais parlé à Sarah. Annie connaissait ces erreurs et aurait pu aider, mais je n'ai jamais demandé. Je n'ai jamais admis que j'avais besoin d'aide. Je n'ai fait que prendre ce qui était offert et ne rien donner en retour. La pièce était absolument silencieuse. Le pasteur Johnson de Bula Baptiste se leva. C'était un homme d'une 60aine d'années aux yeux doux et à la voix qui imposait le respect. Sœur Annie, dit-il. Qu'avez-vous à dire? Je me levai lentement. Tous les regards dans la pièce se tournèrent vers moi. J'accepte vos excuses, dis-je clairement. Mais les excuses ne sont que des mots. Ce qui compte maintenant, ce sont les actions. Ce qui compte, c'est de savoir si vous avez réellement appris quelque chose ou si vous regrettez juste d'avoir été pris. Je regardais Sarah, ma fille, la femme que j'avais élevée pour être meilleure que ça. Notre relation est différente maintenant, continuai-je. Il y a des limites qui n'existaient pas avant. Il y a une confiance qui prendra des années à reconstruire, si elle peut l'être. Je sortis un dossier de mon sac. Ce sont mes conditions, non négociables. Je tendis le document à Sarah. Elle et David le lurent ensemble, leurs expressions passant de l'espoir à la compréhension à quelque chose comme du soulagement. Accord de règlement. Conditions financières. Dette impayée réduite de 173 643,84 $ à 90 000 $, montant déjà collecté par les ventes et les emprunts. Le reste, 83 643,84 $, est entièrement pardonné. Plan de paiement, 1 000 $ par mois pendant 90 mois, 7,5 ans. Sans intérêt. Aucune autre demande financière ne sera examinée ni accordée. Conditions personnelles. 1. Thérapie familiale obligatoire. Séances hebdomadaires pendant un minimum de 6 mois. Continuation au besoin. 2. Visite des petits-enfants supervisés. Selon l'emploi du temps d'Annie, au lieu d'Annie, aucune exception pendant les 6 premiers mois. 3. Exigence de service public, 50 heures chacun dans un établissement de soins pour personnes âgées locales pour comprendre la dignité des personnes âgées.
4. Pas de publication sur les médias sociaux concernant les affaires familiales sans approbation préalable. Les termes de la succession ont été officiellement modifiés au 1er juin 2025. Maya et Isaiah, fonds de fiducie de 2 millions de dollars accessible à 25 ans. Organisation caritative, 8 millions de dollars. Bourse d'études Noack HBCU, Centre communautaire de Tampa. Sarah et David Williams, 100 000 dollars au total, combinés, non individuels. Conditions payables uniquement après démonstration d'un changement continu sur une période minimale de 5 ans. Disposition supplémentaire, cet accord est subordonné à un effort continu de bonne foi. Les violations de toutes conditions entraîneront le rétablissement complet de la dette. Annie Walker conserve la discrétion exclusive de modifier l'accès des petits-enfants. 100 000 dollars, murmura Sarah, regardant la section de la succession. De 12 millions à 100 000 dollars. C'est le prix de la cruauté, dis-je doucement. Mais c'est plus que ce que tu aurais si je laissais tout à la charité, ce que j'ai envisagé. David leva les yeux du document. Ces conditions sont justes. Plus que justes. Signez-le, dis-je. Vous deux devant témoin. Ils le firent. Rita fournit un stylo. Le pasteur Johnson et Victoria Sterling signèrent en tant que témoins. Quand ce fut fait, Sarah me regarda avec des yeux cernés de rouge. Maman, nous pardonneras-tu un jour? Vraiment, nous pardonneras-tu? J'y réfléchis attentivement. Sarah, le pardon n'est pas un interrupteur. C'est un processus. Pour l'instant, je vous pardonne suffisamment pour vous donner cette chance de ne pas vous détruire complètement alors que j'aurais pu le faire. Que je vous pardonne un jour suffisamment pour vous faire de nouveau confiance, pour vous laisser revenir pleinement dans ma vie, cela dépend de vous. De votre travail, de votre capacité à devenir de meilleures personnes. Nous le ferons, promit elle. Je te jure que nous le ferons. Alors nous verrons, dis-je. Le temps le dira. Septembre 2025. Le rituel des crêpes du samedi matin était devenu sacré. Chaque semaine à 10 heures, je venais chercher Maya et Isaiah au 2847 South Rome Avenue. Nous allions à la crêperie originale sur Beta Bay Boulevard. Crêpes aux pépites de chocolat pour eux. Myrtille pour moi. Chocolat chaud avec de la crème fouettée supplémentaire. Mamie, tu vas vivre éternellement, demanda Isaiah un matin, le sirop sur le menton. Personne ne vit éternellement, mon chéri. Mais je compte être là très, très longtemps. Bien, dit-il. Parce que je t'aime. Maya me regarda attentivement. Elle était perspicace, celle-là. Tu es toujours fâché contre maman et papa. Je travaille à ne plus être fâché, lui dis-je honnêtement. Il travaille à être meilleur. Parfois, les adultes ont besoin de temps pour réparer ce qu'ils ont cassé. Mais on peut toujours te voir. Toujours, ma petite. Toujours. Grâce à mes rendez-vous hebdomadaires avec Victoria, je suivais les progrès de Sarah et David. La thérapie était suivie régulièrement. Leur thérapeute, la docteure Rebecca Johnson, a rapporté qu'ils faisaient un vrai travail sur le matérialisme, les problèmes de communication, l'insécurité sous-jacente qui avait guidé leur choix. David, 90 jours sans jouer, assistait aux réunions des joueurs anonymes 2 fois par semaine, avait obtenu une promotion au travail. Son patron avait remarqué une concentration et une fiabilité accrues. Sarah avait supprimé tous ses médias sociaux. Je me produisais au lieu de vivre, a-t-elle dit à sa thérapeute. Elle a commencé à faire du bénévolat au centre communautaire de Tampa, travaillant avec des familles à faible revenu, apprenant l'humilité. Leur maison était toujours la leur, faisant des paiements mensuels de 1000 dollars à temps, avaient considérablement réduit leur train de vie, cuisinant à la maison, une voiture au lieu de 2, plus d'achats de marque. Le verdict de la communauté noire s'adoucissait lentement. Ils font le travail, m'avait dit sœur Patricia de l'église. Pas seulement parler, mais réellement changer. En octobre, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas prévu. J'ai appelé Victoria. Je veux mettre à jour mon testament. Augmenter l'héritage de Sarah de 100 000 dollars à 500 000 dollars. Annie, vous êtes sûre? Cela ne fait que 5 mois. Je sais, mais il ne s'agit pas de pardon. Il s'agit de reconnaître les efforts. Elle essaie, Victoria. Elle essaie vraiment. Et je veux qu'elle sache que je le vois. Toujours loin des 12 millions.
Elle n'a pas besoin de 12 millions. Elle a besoin de reconstruire son caractère. L'argent n'est qu'une assurance pour l'avenir des petits-enfants. Un filet de sécurité si Sarah et David continuent de changer. Quand voulez-vous le lui dire? Un an plus tard, en avril 2026, exactement un an après le diagnostic qui avait tout déclenché, j'organisais un dîner chez moi, la première fois que Sarah et David étaient invités au 3247 Bayshore Boulevard. Maya et Isaiah couraient dans les pièces émerveillés. Mamie, c'est comme un château. Ce n'est qu'une maison, mes bébés, mais c'est la mienne. David m'a aidé à mettre la table. Il avait appris à cuisiner, vraiment cuisiner, pas seulement griller, et avait apporté un plat qu'il avait préparé lui-même. Crevettes et gris, votre recette. J'espère que je lui ai rendu justice. Sarah a apporté des fleurs, pas des fleurs chères, juste un simple bouquet du marché fermier. Pour votre table, maman. Nous nous sommes assis ensemble, vraiment ensemble, pour la première fois depuis un an. Pendant le dîner, Sarah a dit doucement. Maman, je sais que je ne pourrai jamais réparer complètement ce que j'ai brisé entre nous. Sarah, non. Laisse-moi finir. J'ai passé cette année en thérapie à vraiment examiner qui j'étais devenu. Le matérialisme, la façon dont je m'étais éloigné de notre communauté, de mes racines, de toi. La façon dont j'avais commencé à mesurer la valeur des gens par leur compte en banque au lieu de leur caractère. Elle prit une inspiration. J'enseigne à Maya et Isaiah différemment maintenant. Nous parlons de grand-père James, de l'entreprise que vous avez construite ensemble, de la communauté et de la famille, et de l'amour avant l'argent. Toujours l'amour avant l'argent, ajouta David. J'ai 8 mois sans jouer. J'ai été promu de nouveau le mois dernier. Nous économisons réellement de l'argent maintenant. De vraies économies pour l'université des enfants, pas pour les apparences. Je suis fier de vous deux, dis-je et je le pensais. Le changement est difficile. Le vrai changement, pas seulement un changement superficiel. Vous le faites. Après leur départ, Maya et Isaiah me serrant fort dans leurs bras, promettant de me voir samedi pour des crêpes. Je me suis tenu sur ma terrasse, regardant le coucher de soleil. Mon téléphone a sonné. Robert Thompson de la banque. Annie, juste pour confirmer notre réservation de dîner pour jeudi soir. 19h à Hull. J'ai souri. Robert et moi nous voyons occasionnellement depuis 3 mois maintenant. Rien de sérieux encore, juste de la compagnie. Dîner, concert, longue promenade le long de Bayshore Boulevard. 19h, c'est parfait. Après que nous ayons raccroché, je me suis assise dans mon fauteuil préféré, celui qui faisait face à l'eau. La photo de James était posée sur la table à côté de moi. Nous l'avons fait, mon chéri, murmurai-je à son image. Nous avons construit quelque chose de réel, quelque chose qui a duré. Et maintenant, Sarah apprend vraiment ce que cela signifie. J'ai réfléchi à l'année passée, le test, la trahison, les conséquences, la reconstruction lente et douloureuse. J'avais 64 ans maintenant. Ma maladie cardiaque était stable avec les médicaments. Le docteur Martinez a dit que j'allais mieux que prévu. Je pourrais avoir 20 autres bonnes années si je continuais à prendre soin de moi. 20 ans pour encadrer de jeunes entrepreneurs par le biais de la fondation Walker Business que j'avais établie. 20 ans pour voir Maya et Isaiah grandir. 20 ans pour construire ce que cette chose avec Robert pourrait devenir. 20 ans à vivre selon mes propres termes dans ma propre maison avec mon propre argent avec des limites qui protégeaient ma dignité. La plus grande victoire que j'avais apprise n'était pas la vengeance. C'était de bien vivre, de vivre paisiblement, de vivre avec le respect de soi, et de savoir que quand j'avais été mise à l'épreuve, quand ma propre fille m'avait montré son vrai visage. J'avais été assez forte pour partir et assez sage pour laisser la porte juste entr'ouverte pour une vraie rédemption. Le coucher de soleil peignait la baie de Tampa de nuances d'or et d'orange. Dans mon jardin, les lumières paysagères s'allumaient automatiquement. À l'intérieur, j'entendais l'horloge grand-père que James et moi avions acheté il y a 40 ans, sonner l'heure. J'étais chez moi, enfin complètement chez moi. Et j'avais appris qu'à 64 ans, on peut recommencer. On peut fixer des limites. On peut exiger le respect. On peut s'éloigner des gens qui vous traitent mal, même lorsque ces gens sont de votre propre sang. Parfois, le plus grand amour que l'on puisse montrer est d'enseigner les conséquences. Parfois, la plus grande force est de dire non. Et parfois,
juste parfois, les gens apprennent. Les gens changent. Les gens regagnent leur place dans votre vie par des efforts soutenus et une croissance authentique. J'ai pris mon journal, celui que je tenais depuis cette nuit où j'avais surpris Sarah à travers les murs. J'ai écrit la dernière entrée. 15 avril 2026. Un an depuis le début du test. Un an depuis que j'ai entendu ma fille me traiter de fardeau et que j'ai décidé de lui apprendre ce que les fardeaux coûtent vraiment. Elle a appris. Ils ont tous les deux appris, pas parfaitement, pas complètement, mais suffisamment pour reconstruire, suffisamment pour espérer. La plus grande victoire n'a jamais été de les punir jusqu'à la lie. C'était d'avoir le pouvoir de le faire et de choisir la miséricorde à la place. Une miséricorde conditionnelle, une miséricorde gagnée, mais une miséricorde néanmoins. James aurait été fier. Je suis fier. Et demain, j'aurai des crêpes avec mes petits-enfants. Samedi matin, 10h, comme toujours, la vie est belle. J'ai fermé le journal et j'ai regardé l'eau une dernière fois. Quelque part dans le sud de Tampa, Sarah couchait ses enfants, leur lisait des histoires, leur enseignait des leçons d'amour et de respect qu'elle avait dû apprendre à la dure. Quelque part dans cette même maison, David révisait leur budget, s'assurant que le paiement mensuel à mon égard serait effectué, prouvant par sa constance qu'il avait changé. Et ici, chez moi sur Bayshore Boulevard, je m'asseyais en paix, financièrement en sécurité, émotionnellement protégé, entouré d'une beauté que j'avais gagnée et achetée par mon propre travail acharné. La vieille femme malade qu'ils avaient voulu voir partir n'était pas partie du tout. Elle s'épanouissait. Et cela, c'était la plus douce des justices.